Alors, tout d'abord, bien entendu, je remercie Luc pour cet exposé très intéressant. Je ne sais pas si cet exposé, de mon côté, ne donne pas vraiment lieu à débat et polémique. Il s'agit, à mon avis, d'un cours sur le pouvoir assez exhaustif, avec plein de choses très intéressantes. Il y a effectivement 2-3 affirmations qui peuvent faire polémique. Alors bon, moi j'ai noté un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais donner, disons, un premier avis sans que cela puisse pour autant déclencher un débat, mais on le verra bien. Alors, alors, le pouvoir être capable de faire quelque chose, bon, d'accord, on peut partir de ça. Le pouvoir, alors différence tout d'abord pointée entre le pouvoir vu par les démocrates, ou bien le pouvoir vu du côté de la démocratie et le pouvoir vu du côté de la démocratie. Le pouvoir vu du côté de la démocratie, c'est donner du pouvoir à tout le monde, et du côté de l'égocratie, c'est donner du pouvoir par le mérite. Alors, il me semble que là, il y a une inexactitude, de mon point de vue, bien entendu. L'oligocratie, c'est pas donner le pouvoir en fonction d'un mérite. C'est donner du pouvoir en fonction de règles qui sont judicieusement et très intelligemment établies, édictées, écrites, pour qu'une certaine caste ou un certain clan, l'appelle comme on peut, puisse avoir le pouvoir suprême. Bon, voilà. Ensuite, Luc nous dit la contrainte physique, c'est in fine la plus importante. Hein. Il distingue 4 types de contraintes sur lesquelles je pense que je suis d'accord, c'est assez intéressant. La contrainte physique par la force brutale, je dirais par la violence légale, je préférerais. Ensuite par la spiritualité, alors bon, c'est le pouvoir de la religion, de l'Église. Qui est connu historiquement, bien entendu. C'est le pouvoir par la raison. Alors, le pouvoir par la raison, il n'a pas souvent existé. Et je citerai simplement quelques épisodes, notamment l'épisode robespierriste, où on a accusé Robespierre d'exercer une dictature d'opinion. C'est-à-dire que quand il parlait, il avait toujours raison. Enfin bon, en tout cas, personne n'arrivait à le contredire. Et donc, du coup, on a dit, vous êtes un dictateur ou tu es un dictateur, parce que quand tu dis quelque chose, personne ne peut te contredire. Voilà. Donc, pouvoir par la raison. Et puis, pouvoir par l'amour, oui, alors, pouvoir par l'amour, alors, pouvoir par l'amour, c'est le peuple qui aime le roi. Alors, il ne cherche pas à comprendre pourquoi, mais le roi est aimé. C'est le souverain aimé, le souverain adoré. Donc, il tire son pouvoir, sa légitimité avec tout ce qui va avec. Alors, donc, d'accord sur ces 4 déclinaisons. Là où j'émets une réserve, c'est quand tu dis que, in fine, ce que tu appelles la force brutale et que je préfère appeler la violence légale, c'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la violence légale, je dirais que c'est une externalité du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, il est reconnu, hein, il est reconnu par tous ceux qui le subissent, et le pouvoir, il a une arme pour faire respecter la loi, alors dans le cadre, évidemment, d'une société qui s'est donné des lois, hein, pas dans le cadre d'une tribu dirigée par Attila, hein, ou par Clovis qui coupe la tête de celui qui n'est pas d'accord. Mais bon, une société qui s'est donné des lois, on ne parle pas encore de la façon dont c'est donné, mais enfin elles sont acceptées par tous. Et pour faire respecter la loi, celui qui a le pouvoir a un outil qui est la violence légale. Et donc, de même que ma remarque sur le fait que ça n'est pas le plus important, mais le plus important, c'est justement l'édiction de la loi. Donc, ça vient un peu en contradiction, exactement le contraire de ce que tu disais, en disant que la loi, c'est secondaire, ce qui compte, c'est la force brutale. Moi, je dirais que ce qui est le plus important et qui prédomine en amont, c'est la loi, de l'édicter.
Et une fois qu'elle est dictée, ben, la force brutale, la violence légale, elle est là pour tout simplement faire appliquer la loi, ou plus exactement, à veiller à ce que ceux qui ne l'appliquent pas soient punis. Voilà. Concernant la constitution de l'URSS, bon, là, je pense qu'il faudrait un débat spécifique. Lorsque tu affirmes que la constitution de l'URSS, lorsqu'on la lit, c'est la constitution grosso modo de 1793, et qu'au bout du compte, on a le stalinisme. Enfin, grosso modo, c'est une façon de dire ce que tu as dit. Bon, je m'inscris en faux, mais bon, ça supposerait d'abord d'analyser dans le détail la constitution de l'URSS et de voir un peu ce qui s'est passé avec Lénine, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Staline, Brejnev, etc., etc., etc. Et puis, Gorbatchev, etc. Voilà. Bon. Alors, ensuite, la source de la légitimité. Bon, alors là, je m'inscris, enfin, je ne suis pas d'accord, pour dire que la source de la légitimité, c'est la force brutale. Alors, la légitimité, il faut définir ce que c'est que la légitimité. Personne ne peut le définir, dans la mesure où, alors, tu l'as amorcé, tu l'as, disons, évoqué un petit peu plus loin, en disant que la légitimité, ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être, je crois qu'il y a trois possibilités données par Max Weber, ou quelque chose comme ça. Voilà. Trois sources, absolument. Trois sources. De quelle source, de quoi de quoi ce pouvoir tire-t-il sa légitimité? Bon, ce qui me paraît clair et non contestable, mais si vous le contestez, vous pourrez me dire, c'est qu'il y a une différence entre la légalité et la légitimité. La légalité, bien entendu, c'est ce qui est écrit dans la loi, et c'est ce que la force brutale, c'est-à-dire la violence légale, est en mesure, avec des outils coercitifs physiques, alors qui sont effectivement la préhension physique, la châtiment physique, la privation de liberté, etc., ou les contraintes pécuniaires, de faire appliquer. Bon. Mais la légitimité, c'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est que la légitimité? Eh bien, personne ne le sait. Voilà, c'est justement le débat, le débat je dirais, des temps modernes, dans la mesure où tous ceux qui contestent une loi, par les moyens les plus connus qui sont la manifestation, une manifestation publique, vont dire « Nous ne sommes pas d'accord avec cette loi qui a été votée dans un cadre extrêmement légal, une loi qui a suivi le cheminement, disons, le parcours de la loi tout à fait légal, qui a abouti, et certains groupes de gens sortent dans la rue et disent nous ne voulons pas de cette loi parce qu'elle n'est pas légitime. Et ces gens s'appuient sur un raisonnement de la légitimité, effectivement, qu'il est intéressant d'étudier. Donc, alors, je dirais que cet exemple de contre-pouvoir exercé par certains groupes au nom de la légitimité, eh bien, ouvre le débat sur qu'est-ce que c'est que la légitimité. Premier débat. Deuxième débat, est-ce que la légitimité doit primer sur la légalité? On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, ensuite, évidemment, toi, tu as une solution qui est extrêmement claire, c'est de dire que la légitimité, c'est-à-dire ce qui justifie le pouvoir, évidemment. Je suis là, je suis au pouvoir, vous êtes tenu de m'obéir parce que je suis légitime. Non, eh bien, comme personne ne peut définir ce que c'est que légitimité, tu proposes de dire que c'est le droit naturel. Voilà. Donc, le débat est ouvert. Alors, je dirais que je fais partie, et tu le sais très bien, des gens qui pensent que la légitimité ne vient pas d'un droit naturel qui reste encore à définir. Bon. Parce qu'on ne peut pas dire que la légitimité vient du droit naturel si on ne définit pas ce que c'est que le droit naturel. Mais bien, bref, supposons qu'il ait été défini, eh bien, quelle que soit la façon dont il a été défini, je dirais que, pour ce qui me concerne et pour, disons, un certain nombre de, je pense, d'autres personnes, la légitimité vient de la majorité. À partir du moment où on a une majorité non manipulée, c'est-à-dire certainement pas une majorité qui
ressort d'une consultation par des méthodes ou par des lois électorales oligocratiques, mais une majorité qui ressort d'une consultation générale, globale, citoyenne, avec un débat préalable non manipulé et une possibilité donc d'accès au vote pour tout le monde, eh bien, c'est de là que vient la légitimité. Bon, grand débat. Alors, maintenant, la division du pouvoir. La division du pouvoir, autre dénomination de ce concept, la séparation des pouvoirs. Alors, la séparation des pouvoirs, je dirais que il n'y a pas plus de division du pouvoir qu'il n'y a de séparation du pouvoir, dans la mesure où il y a toujours un pouvoir qui est supérieur aux autres. Voilà. Là aussi, si tu veux, c'est un axiome que je lance comme ton axiome de droit naturel. Alors, c'est un axiome, mais alors, je ne vais pas le démontrer parce que ça prendrait du temps, mais je vais donner la piste pour le démontrer. C'est qu'on va prendre toutes les modes d'exercice du pouvoir, n'importe quelle société, de n'importe quelle époque, de n'importe quel régime, et on va s'apercevoir que il y a évidemment des pouvoirs, ça, on ne peut pas le contester, ça commence d'ailleurs par le pouvoir du chef de famille, hein, jusqu'au pouvoir, bon, mais qu'il y a un pouvoir suprême, c'est-à-dire un pouvoir qui est capable de recadrer tous les autres. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir suprême? C'est un pouvoir qui dit, vous là, ce pouvoir-là, vous allez me modifier ça, parce que moi, pouvoir suprême, je vous dis qu'il faut changer votre façon de faire. Et le pouvoir suprême, pour moi, disons pour les gens qui sont des adeptes de la démocratie directe, c'est le pouvoir législatif. D'ailleurs, nous retirons à tous les autres soi-disant pouvoirs l'appellation de pouvoir. Nous les appelons des fonctions, des missions ou des rôles. Voilà. Donc il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir législatif, à débattre. Ensuite, je terminerai sur une réflexion sur deux citations. Pascal, la politique n'est pas œuvre de raison, mais un rapport de force. Alors, bon, Pascal n'est pas un politologue. Il n'est pas connu pour être compétent en matière de commentaire politique. Alors, bon, il peut dire ce qu'il veut, comme n'importe qui, il peut dire ce qu'il veut sur... mais la politique n'est pas une œuvre de raison, mais un rapport de force. Alors, effectivement, si on regarde, et notamment à l'époque du Pascal, ce qui se passe, il va dire, ah bah oui, ben, la politique, c'est un rapport de force, c'est pas une œuvre de raison. Disons, c'est un commentaire, c'est une vision extrêmement raccourcie, et je dirais simpliste, de quelqu'un qui ne fait pas d'analyse politique bien à fond. Alors Machiavel, c'est autre chose. Machiavel, c'est autre chose. Hein. Bon. Il dit, la loi doit se faire obéir par le droit du plus fort. Oui, ben c'est un truisme. C'est tout simple. Alors, en fait, il dit que si tu es intronisé roi ou président de la République ou détenteur du pouvoir suprême et que tu n'as pas à ta disposition la violence légale, la force brutale, tu n'es à rien. C'est-à-dire que, effectivement, et ça, cette maxime, cette réflexion, ce théorème presque de Machiavel est encore valable aujourd'hui, quel que soit le niveau de développement de l'organisation sociétale dont on parle. Tout gouvernement qui n'a pas à sa disposition la force brutale, la violence légale de répression, n'est rien. Et, par voie de conséquence, je terminerai là-dessus, c'est une illusion de penser qu'on peut avoir un gouvernement qui n'a pas à sa disposition la violence légale. Guillaume, tu évoques le droit international. Alors, c'est différent, mais c'est bien d'en avoir parlé. L'attaque de l'Ukraine par la Russie, bon, c'est de la violence, oui. Est-ce qu'elle est légale ou illégale? Personne ne le sait. Il n'y a pas aujourd'hui, dans le droit international, d'abord, le droit international, c'est une jeu d'esprit, c'est une espèce c'est un machin, comme dirait De Gaulle, et
Et donc, il n'y a pas dans le droit national une loi qui dit on n'a pas le droit d'attaquer un pays. Donc là, on est dans un vide juridique total. Donc on peut absolument penser ce qu'on veut de l'intervention de la Russie en Ukraine, mais on ne peut pas dire si c'est légitime, légal. Alors, en Russie, certains diront que c'est légitime, en Ukraine, certains diront que c'est illégitime, et personne ne peut savoir si c'est légal ou illégal. Bon. Alors, cette grande affaire de la distinction entre la légitimité et la légalité. Bon. La légitimité, bon, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, elle est issue de la majorité, et la légalité, elle est issue de la minorité. La légalité, elle est issue de la minorité du moment qui a accaparé le pouvoir par des dispositifs Y ou Z, et c'est pour ça, justement, que c'est pas la même chose. Bon. Et qu'est-ce que c'est l'enjeu de la démocratie? Ben, c'est justement que légitimité et légalité coïncident. Voilà. Alors, ensuite, Luc nous dit, enfin il nous redit, le pouvoir le plus important s'exprime par la force brutale. Non, le pouvoir le plus important, il s'exprime par son objectif. Hein? Bon. Son objectif, c'est pas la force brutale. Une caste ou disons une classe sociale ou plusieurs classes sociales ne sont pas au pouvoir pour le plaisir d'exercer la force brutale. Ils sont au pouvoir pour un certain objectif. Alors actuellement, l'objectif, c'est le profit. Voilà. Alors, bon, donc toutes les groupes qui sont au pouvoir dans les différents pays du monde aujourd'hui sont au pouvoir avec l'objectif de faire du profit, de faire du profit à leurs commanditaires. Bien. C'est ça l'objectif. C'est ça le plus important. Alors après, bon, ils utilisent la force brutale pour celui... Alors ils sont au pouvoir pour faire du profit. Pour cela, ils édictent des lois. Des lois qui vont leur permettre de mettre en place un dispositif juridique complexe qui va leur permettre de faire du profit. Et ceux qui s'opposent à ce dispositif, ben là, on emploie la force brutale. Donc, c'est pas la force brutale. La force brutale n'est qu'un moyen, n'est pas une fin. Eh oui. Enfin, dernier point, sur le droit naturel, point finalement où il y a une convergence, d'après ce que je dis, c'est que tu dis, bah, le droit naturel, finalement, ça ne s'oppose pas à la démocratie, parce qu'il suffit d'écrire dans la Constitution, en haut, en préambule, voici quels sont nos principes intangibles. Oui, et tu dis, c'est ce que vous avez fait, vous, au AP6R, c'est ce qu'on a fait aussi, nous, avec notre programme, au sujet de la croissance, il y a 13 principes. Bon. Mais la différence, bon, alors on peut considérer que ces principes, c'est du droit naturel, hein, auquel on ne doit pas toucher, un peu comme Moïse, hein, quand il frappe les 10 commandements, ping, un premier commandement, tu ne tueras point, deuxième commandement, 3, ping, bang, bang, c'est les 10 commandements. Bon, droit naturel, droit prescriptif, pas y toucher. Sauf qu'en démocratie directe, ce qui est écrit dans la Constitution, il suffit qu'une majorité décide qu'on le change et on le changera. Donc du coup, quelle est la table de référence? Il n'y en a pas. Alors, à ce moment-là, il faut dire, nous avons un système, bon, lequel je suis en tout cas pas preneur, mais écouteur, un système qui va nous empêcher de modifier ce qui est écrit en préambule dans la Constitution. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Voilà, donc j'ai intitulé ma présentation « Qu'est-ce que le pouvoir en politique ?» Parce qu'une définition plus globale du pouvoir a été proposée par Luc dans le cadre du premier débat sur ce thème, au sein du Centre de renouvellement constitutionnel. Et cette définition globale qui avait été donnée, c'est être capable de faire quelque chose. Le pouvoir, c'est être capable de faire quelque chose. C'est une définition qui est peu contestable, bien que le terme « capable », qui lui-même sous-tend l'existence de la fonction humaine de capacité, ce terme il mériterait qu'on s'y attarde un petit peu plus longuement afin d'identifier clairement les paramètres qui favorisent cette capacité humaine ou à l'inverse qui les défavorisent, qui les défavoriserait. Alors,
Nous avons vu également que le pouvoir, en tant que capacité de faire, c'est-à-dire finalement capacité d'agir, agir dans telle ou telle direction, ce pouvoir, il était multiforme, polymorphe, ce qui nous rappelle que le pouvoir au sens large pourrait même, pourquoi pas, faire l'objet d'une étude scientifique que nous dénommerions science de l'action, et à laquelle d'ailleurs certains penseurs, des penseurs généralement d'obédience économiste, ont même donné un nom, la praxéologie. Alors on pourrait citer notamment Ludwig von Mises, son ouvrage majeur, L'action humaine. Ludwig von Mises est l'un des créateurs de l'école autrichienne d'économie et notamment inspirateur de philosophie ultralibérale et libertarienne. Bref, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un domaine plus particulier du pouvoir, le pouvoir politique, comme je viens de le dire. C'est-à-dire, comment s'exprime cette fameuse capacité de faire de l'homme dans le secteur spécifique de l'action politique, sachant que nous étudions là un phénomène de nature totalement, je dirais, anthropomorphique, puisque la politique, c'est une création pure de l'esprit humain, et que les capacités de faire de l'homo sapiens par rapport à la politique répond à d'autres critères que ceux nécessaires à sa capacité de faire par rapport à la nature, par exemple. Mais la politique, en réalité, qu'est-ce que c'est? Parce que, bon, le terme politique, il fait partie des nombreux termes polysémiques dont il vaut mieux préciser la définition à chaque fois que nous l'employons, et également parce qu'il en va du discours sur la politique, comme il en va du discours sur d'autres thèmes centraux de l'organisation collective, à savoir que le discours ne peut pas être reçu correctement et donc approuvé ou contesté efficacement si le terme employé n'a pas été défini clairement au préalable. Alors, une acception la plus large possible, donc pouvant, me semble-t-il, être agréée par le plus grand nombre, une acception du mot politique, ça pourrait être celle-ci. Est politique ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité et à l'exercice du pouvoir en son sein. On notera dans un premier temps que cette définition évacue de fait l'acception couramment répandue dans les médias mainstream ou médias de masse, acception qui identifie la chose politique à une compétition électorale entre des groupes fort peu dissemblables les uns des autres. Bref, ce qu'on retiendra aujourd'hui, ce que je vous propose de retenir aujourd'hui, et dans le cadre du propos qui nous occupe, c'est que l'exercice de la politique vu sous cet angle restrictif des médias mainstream ou de l'option oligocratique, cette acception est réservée à une élite formée à cet effet et par conséquent quasiment inaccessible à tout individu non issu de cette filière. Ainsi décrite, l'élite politique, elle ressemble également de très près à l'élite économique, parce que toutes deux sont en charge d'élaborer des argumentaires pour vendre leurs produits auprès de citoyens considérés comme de simples consommateurs. De ce point de vue, le citoyen consommateur est donc également un électeur consommateur. Électeur consommateur, cible privilégiée du politicien professionnel, dont le métier consiste dès lors à obtenir de l'électeur consommateur un bulletin de vote en échange d'un produit. Alors en politique, nous appellerons un produit une promesse. Un produit, une promesse suffisamment appétant. Alors, à la suite de ce décryptage très précis du fonctionnement politique de la société actuelle, j'en arrive à la conclusion que la définition générique de la politique que j'ai donnée tout à l'heure est politique, ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité et à l'exercice du pouvoir en son sein, que cette définition se doit d'être précisée ainsi. La science politique a pour objet de déterminer les méthodes et outils permettant à un groupe restreint d'individus d'exercer le pouvoir au sein
d'une collectivité élargie. Nous remarquerons que cette deuxième définition n'est pas, pour autant, contradictoire avec la première. La première est politique, ce qui est relative à l'organisation d'une collectivité et à l'exercice du pouvoir en son sein, mais qu'elle précise singulièrement le contenu du ce qui, et par la même esquisse les contours de ce fameux pouvoir que nous cherchons à circonscrire. Pouvoir qui deviendrait alors, dans le cadre du mode politique actuel, l'ensemble des moyens permettant à une minorité restreinte d'imposer sa volonté à l'ensemble de tous les citoyens. Alors, par quels moyens cette minorité restreinte exerce-t-elle son pouvoir? Alors, mode d'exercice du pouvoir que nous désignerons par le terme d'oligocratie, voulant dire étymologiquement exercice du pouvoir par un petit nombre, oligos kratein, oligos plus kratein, contrairement à démocratie, démos kratein en grec, mode d'exercice du pouvoir par le plus grand nombre, petit nombre, plus grand nombre. Plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple. Alors, mode d'exercice par le peuple, démocratie, qui, rappelons-le, n'a encore jamais été institué par aucune collectivité humaine, bien qu'il soit fréquemment cité et encore plus fréquemment usurpé. Alors, à quoi ressemble-t-il ce pouvoir oligocratique? Pour commencer à nous faire un début d'idée, nous allons nous pencher un instant sur la Constitution. Que dit-elle là-dessus? Dans le texte constitutionnel de 1958, le pouvoir est cité 17 fois, à des sources diverses et variées, sans que nous puissions en tirer en première analyse et en première lecture un plus petit ou le plus petit commun dénominateur nous permettant éventuellement de mieux comprendre ce que c'est que le pouvoir, sujet de notre étude d'aujourd'hui. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, partie intégrante du bloc constitutionnel. Dans la DDHC, par contre, et par l'intermédiaire de son article 16, nous apprenons que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'a pas de constitution. Toute société qui ne sépare pas les pouvoirs dans la Constitution est réputée ne pas avoir de constitution. Ce qui signifie en termes clairs au moins deux choses. Ça signifie premièrement qu'en politique, il existe plusieurs pouvoirs. Et que deuxièmement, ces pouvoirs doivent être séparés pour qu'ils puissent être constitutionnellement validés. On en déduit qu'il est très important d'y voir plus clair sur ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs ou la multiplication ou la multiplicité des pouvoirs. Alors, on nous dit généralement que l'État est composé de trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais quelle est la nature exacte de ces pouvoirs et sont-ils réellement séparés? C'est-à-dire constitutionnellement séparés. Ou bien de façon encore plus claire, la Constitution détermine-t-elle leur séparation effective par des articles précis, fixant notamment les modalités de cette séparation, ainsi que d'éventuelles sanctions possibles en cas de transgression caractérisée de cette séparation? Eh bien, la réponse à cette question est oui. Tout au moins à la deuxième partie de cette question, concernant la sanction. Et cette sanction, elle est clairement stipulée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de façon sans appel. Une constitution qui n'établit pas la séparation des pouvoirs est nulle. Ce qui signifie, par exemple, qu'une constitution qui ne fixe pas de séparation stricte entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, par exemple, est tout simplement frappée de nullité. Mais au-delà de cette question, cette première petite question non résolue de la séparation des pouvoirs, il y a une question, me semble-t-il, plus importante encore à se poser.
Ces trois pouvoirs étatiques sont-ils de même niveau? Ou bien dit autrement, y a-t-il un pouvoir qui prédomine sur les autres? C'est-à-dire, en définitive, y a-t-il un pouvoir suprême? Un seul pouvoir suprême, et non pas plusieurs pouvoirs qui officieraient séparément et simultanément, chacun dans leur domaine respectif. À cette question, il existe une réponse claire et sans ambiguïté, et valable pour tout type d'organisation collective, une réponse que je donne personnellement. Il n'y a qu'un seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire la loi, c'est-à-dire d'édicter tout type de règle qui s'imposera aux membres de la collectivité, qui s'imposera par la coercition. Le dénommé pouvoir exécutif, quant à lui, ça n'est rien d'autre qu'une bureaucratie, qu'une organisation dotée d'une force armée devant veiller à faire appliquer les lois. Les lois, c'est-à-dire les règles abstraites, décidées par le pouvoir législatif et par lui seul. Par lui seul, le pouvoir législatif. Alors certes, le dénommé pouvoir exécutif possède une forme de pouvoir. Un pouvoir plus concret que celui du pouvoir législatif, mais un pouvoir de niveau inférieur. C'est celui d'énoncer des commandements opérationnels, c'est-à-dire de prendre des décisions relevant soit de la prestation de services, services de police, services sociaux, soit de la production de biens matériels, construction de routes, de bâtiments publics, d'écoles, par exemple. Et ces commandements opérationnels sont décidés dans le strict cadre limité juridiquement par ce qui est autorisé par la loi et dans le strict cadre limité de l'enveloppe budgétaire que lui a conféré le pouvoir législatif dans la loi de finances annuellement votée. Cette limitation du pouvoir exécutif, ainsi précisée, pourrait même nous amener à revoir le terme même de pouvoir, le mot même de pouvoir, qu'on affecte à l'administration exécutive de l'État, et à le rétrograder en termes de fonction, mission ou rôle. Fonction exécutive, mission exécutive, rôle exécutif, au lieu de pouvoir exécutif. Alors, attention, il faut noter que ce raisonnement n'est valable que si la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution est effectivement constatée dans la réalité. Parce que, dans le cas par exemple, où la fonction exécutive empiéterait sur le pouvoir législatif en s'arrogeant des prérogatives en dehors de son domaine, comme l'édiction de règles coercitives notamment, eh bien, nous nous trouverions en présence d'un abus de pouvoir caractérisé, et cela enclencherait naturellement un autre débat. Alors maintenant, pour ce qui concerne le troisième pouvoir étatique, le pouvoir judiciaire, le principe de sa subordination au pouvoir législatif est similaire, dans la mesure où sa liberté d'action, c'est la liberté de prononcer des sanctions au regard d'une infraction prouvée. Cette liberté d'action, elle est limitée par la description de la règle, la façon dont cette règle a été décrite au sein du code juridique concerné, code pénal, code civil, code du travail, code des sociétés, code des impôts, etc. Sauf si l'arrêt en question est rédigé de façon imprécise, c'est-à-dire que l'infraction n'est pas décrite de façon claire, ou si la sanction prévue prend la forme d'un large éventail laissé à l'appréciation des juges, en fonction de la personnalité du contrevenant ou en fonction des conditions environnementales de la constitution de l'infraction. Et c'est là toute la distinction, et partant la polémique, entre une forme de justice d'obédience sociale et une forme de justice d'obédience objective. La première pouvant conférer à la justice un réel pouvoir concurrentiel à celui du législatif, mais attention, ça ne serait possible qu'avec l'accord de ce dernier
sans quoi la chose ne serait pas possible. Et la seconde, entérinant la suprématie du pouvoir législatif, mais cela également ouvre sur un autre débat, qui peut-être va s'enclencher maintenant. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. La politique est-elle uniquement un produit de l'homme, enfin de l'espèce humaine? Tu as cité quelques espèces animales qui faisaient certaines choses dans le domaine de l'organisation collective. La politique, oui, je pense qu'elle est uniquement d'essence humaine parce qu'elle établit des règles qui ne sont pas celles de la nature. Quitte à démontrer, bon, peut-être des zoologues, des éthologues pourraient nous démontrer que certains animaux ont dans leur collectivité, parce que c'est vrai que les animaux vivent en collectivité, mais me semble-t-il ils s'organisent entre eux en tenant compte uniquement des règles de la nature. Alors que l'homme a cette spécificité, c'est pour ça qu'on parle d'anthropomorphisme, cette spécificité d'avoir créé des règles qui sont indépendantes, qui sont d'une part indépendantes des contraintes naturelles et qui ne sont pas axées qui sont indépendantes, qui ne sont pas axées sur la gestion des règles naturelles. Voilà. Bon, je ne sais pas si ce sujet est extrêmement en lien avec la notion de pouvoir, mais voilà ce que vous voulez dire là-dessus. Alors, pour ce qui concerne la séparation des pouvoirs, tu indiques que les pouvoirs, oui, doivent absolument être séparés. Eh bien, moi, alors, c'est ce que dit la Constitution, et ce qui n'est pas fait, c'est ce qui constitue d'ailleurs ce que j'appelle un abus de pouvoir, mais tout simplement une violation constitutionnelle, c'est que si on regarde objectivement ce qui se passe, la façon dont le judiciaire fonctionne, la façon dont l'exécutif fonctionne, eh bien, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Mais, au-delà d'une part, de la constatation de ce que dit la Constitution et de la constatation de ce qui se passe dans les réalités, il me semble qu'il y a une question en amont qui mérite d'être posée, c'est que peut-on séparer les pouvoirs? Est-ce qu'on peut séparer les pouvoirs? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on prend cette trilogie, législatif, exécutif, judiciaire, est-ce qu'on peut avoir un législatif qui exerce son pouvoir, à côté un exécutif qui exerce son pouvoir, et à côté un judiciaire qui exerce son pouvoir, sans tenir compte de l'autre? Si les pouvoirs sont séparés, ça veut dire que tu as indiqué très justement que les pouvoirs devaient avoir les moyens de leur travail en tant que pouvoir. Bon, ça c'est une évidence qui mérite d'être précisée parce que ce n'est pas forcément le cas. Et donc si on se met dans le cas de figure où nous avons trois pouvoirs avec les moyens d'exercer leur pouvoir, c'est-à-dire un législatif avec les moyens de fabriquer des lois, un exécutif avec les moyens de faire ce que j'appelle la prestation de services et de la production de biens au service de la collectivité. Si on a un pouvoir judiciaire qui a les moyens de juger et de trancher des litiges entre les personnes et entre les personnes physiques et morales et entre les deux ou alternativement, eh bien, si on a ces trois pouvoirs qui sont en pleine possession de leurs moyens, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut imaginer une société où on a trois pouvoirs distincts et qui fonctionnent? Alors, moi, je ne le pense pas.
Je ne pense pas, c'est pour ça que je dis que cette séparation des pouvoirs est une illusion, parce qu'une une illusion, je dirais, sémantique, savoir qu'il n'y a qu'un seul pouvoir. C'est pour ça que j'en viens au pouvoir suprême. Il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Les autres sont soit des pouvoirs dérivés, soit des pouvoirs secondaires, soit des pouvoirs de niveau inférieur, soit tout simplement des administrations, des bureaucraties, des missions. Voilà. Bon, parce que lorsque je lorsque j'argumente la thèse sur laquelle il n'y a qu'un seul pouvoir, que j'appelle pouvoir suprême, parce qu'il est supérieur aux autres, c'est pas uniquement parce qu'au niveau idéologique, ça me paraît être la logique même, c'est aussi que d'un point de vue mécanique, il ne me paraît pas possible d'avoir trois pouvoirs qui fonctionnent de façon séparée, de façon distincte, sans... Si on est séparé, c'est qu'on ne tient pas compte de l'autre. Ou alors, on est dans le sophisme, c'est-à-dire qu'on va dire, oui, mais le pouvoir judiciaire, il est séparé du législatif, mais il faut qu'il exécute les lois qui sont écrites. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas séparé. Si le pouvoir judiciaire est obligé de rendre des jugements qui sont conformes à ce qui est écrit dans stricto sensu dans le code pénal, bon, il n'est pas séparé, il est subordonné. Voilà, c'est ça la question que je pose. Enfin, la question, mon argumentation est basée là-dessus. Alors, la notion de séparation, ça doit être creusé. Qu'est-ce que ça veut dire séparation des pouvoirs? Et si on posait la question autrement, pourquoi cette idée, cette obsession de vouloir séparer les pouvoirs? Alors, moi je considère que séparer les pouvoirs, c'est pour bien dire qu'ils ne fusionnent pas. L'ambiguïté, le contresens, la confusion vient, me semble-t-il, du fait que quand on dit séparation des pouvoirs, on imagine trois pouvoirs de même niveau. Bon, je reviens sur ma marotte, hein. D'accord, tout le monde vient revenir sur sa marotte. Séparation des pouvoirs, pour moi, ça veut dire attention, il ne faut pas que ça fusionne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de même niveau. Il ne faut pas tirer. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tirer du fait qu'on écrit dans la Constitution qu'il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. Il ne faut pas tirer de cela la conclusion qu'il y a trois pouvoirs de même niveau. Non. Séparer les pouvoirs, quand la Constitution dit attention, il faut séparer les pouvoirs, la Constitution dit attention, il ne faut pas que ces pouvoirs fusionnent. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le travail de l'exécutif, alors là, il faut bien décrire ce que doit faire l'exécutif. On va pas dire pouvoir exécutif, on va dire l'exécutif. Attention, ce que doit faire l'exécutif, hein, ça ne doit pas être fait par le législatif. Est-ce que le travail que fait le législatif, ça ne doit pas être fait par l'exécutif? Bon, le travail que fait le judiciaire, ça ne doit pas être fait par l'exécutif. Bon, voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça devrait dire. Et donc, séparation des pouvoirs, la confusion vient à la fois du mot pouvoir et le mot séparation. Il faudrait dire, il ne faut pas que les différents corps d'État fusionnent entre eux. Voilà. Bon. Parce que c'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un travail législatif, qui est le travail d'édicter des règles coercitives, qui est fait par la bureaucratie exécutive. Hein. On a un travail judiciaire qui ne peut pas se faire parce que le législatif ne fait pas son travail d'édicter des règles qui peuvent être utilisées de façon efficace par le pouvoir judiciaire, et le pouvoir judiciaire, il est fait en grande partie par l'exécutif. Et d'ailleurs, une question intéressante, me semble-t-il, ce serait de dire, est-ce que le judiciaire, ça doit être distinct de l'exécutif? Alors, personnellement, je pense que
le judiciaire, c'est de l'exécutif. Voilà, donc c'est un débat qui peut être ouvert, qui peut rentrer dans le cadre du pouvoir, à partir du moment où on annule la distinction entre judiciaire et exécutif, et on soutient la thèse selon laquelle la justice, ça fait partie de l'exécutif. Et que l'exécutif, l'exécutif, en fait, la justice, rappelons-le, est comme tu l'as indiqué tout à l'heure, tu as dit, par exemple, il faut que la justice ait les moyens d'agir, et tu as dit, il faut qu'elle ait les moyens de contrôler la police pour que la police aille chercher le malfaiteur. Bon, cette séparation arbitraire, enfin, à mon avis, non efficace entre la police et la justice, c'est un grand débat, ça. Un grand débat, d'ailleurs, qui existe dans les cercles de la magistrature. Si la police et la justice étaient fusionnées, eh bien, la justice, ce serait un département de l'exécutif qui exécute les lois, tout simplement, et qui fait appliquer les lois. Bon, alors ça, c'est un débat peut-être qu'on peut programmer. D'un côté, on va nous expliquer que si la police est distincte de la justice, en fait, elle ne l'est pas vraiment, mais enfin, admettons qu'elle soit distincte de la justice, on a une meilleure sécurité pour le citoyen, parce que, voilà, bon, j'attends les arguments, parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Hein, voilà. Moi, je dis que si la loi est bien écrite, si le code pénal est bien écrit, eh bien, on a un service de l'exécutif qui regarde l'infraction. L'infraction, il faut qu'elle soit constatée. Eh bien, constater, c'est une affaire objective, et n'importe quel service de bureaucratie de l'État peut être en charge de vérifier l'exactitude de l'infraction et ensuite de lire ce qui est écrit dans le code pénal et d'appliquer la sanction. Ça peut être même un robot qui le fait. Bon, le débat est ouvert. Alors... non mais là, alors non mais là, on est clairement pas non mais alors la justice. Mais je sais pas si c'est le lieu. Je pense pas que ça soit le lieu de discuter de ça. C'est dommage. Mais Non mais si parce que là. Si c'est le moment. Le lieu oui, mais le moment je sais pas. Ah mais le moment, c'est une extension du pouvoir. Hein. Bon, l'automaticité des peines. On parle du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est quand on parle du pouvoir, on peut parler des trois pouvoirs et on peut débattre des trois pouvoirs de façon pas séparée, mais on peut consacrer, on peut centrer sur la problématique du pouvoir législatif, on peut centrer un autre débat sur la problématique du pouvoir exécutif, et on peut centrer un autre débat sur la problématique du pouvoir judiciaire. Et dans les cercles, dans les milieux judiciaires, il y a un certain nombre, nombre très important, hein, de juristes qui sont partisans de l'automaticité des peines. Alors, ensuite, tu as dit, alors avec raison, et je suis à 100% d'accord là-dessus, c'est que le pouvoir suprême, c'est le pouvoir constituant. Mais pour moi, le pouvoir constituant fait partie du pouvoir législatif. Je ne fais pas alors, voilà, bon, là aussi, c'est effectivement, je ne fais pas de différence entre l'écriture de la Constitution et l'écriture des lois. La Constitution, ça n'est jamais qu'une table de la loi, c'est-à-dire c'est la loi des lois, voilà, mais ça relève d'un travail, ça relève d'un acte législatif. Après, la question de savoir qui exerce le pouvoir législatif, ça c'est un débat distinct. Voilà. Mais sur le principe, moi je retiens que le législatif, il écrit la Constitution et il écrit les codes juridiques, parce que tout dépend de l'organisation du corpus législatif qu'une collectivité humaine veut se donner. Une collectivité humaine peut très bien dire « je ne veux qu'une constitution, nous ne voulons pas de code juridique ». On a déjà parlé de ça. On peut très bien concevoir une société qui n'aurait qu'une constitution et pas de loi. Et à ce moment-là, eh ben, c'est du coup le pouvoir judiciaire qui est saisi des litiges
qui lit la Constitution et qui dit, mais monsieur Untel ou entité, entité alpha, vous vous plaignez parce que c'est, ben, regardez, moi je lis ce qui est écrit dans la Constitution, vous avez le droit de le faire, vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà, bon. Il faut bien voir que les 140 000 lois, décrets, arrêtés, règlements, directives, circulaires administratives qui sont inscrites, qui font partie, disons, de l'environnement coercitif du citoyen ordinaire, parce que la société humaine a décidé de le faire. Mais on pourrait très bien, et d'ailleurs un certain nombre de mouvances politiques revendiquent de ne fonctionner qu'avec une table des principes. Voilà. Bon. Alors, qui détient le pouvoir? Je viens d'effleurer un petit peu la question. C'est un autre débat qui, à mon sens, n'affecte pas la nature de la fonction législative qu'on veut se donner. Si une société, par exemple, celle que j'ai suggérée, une société dit nous ne voulons qu'une constitution et rien d'autre. Bon, alors ça doit procéder d'une décision, effectivement, d'une décision souveraine, du peuple. Bon, et puis ensuite, le peuple va dire j'écris moi-même la constitution, ou bien j'ai lu 577 personnes qui vont l'écrire à ma place. Bref, toutes les configurations sont possibles. Alors après vient, qu'est-ce qui peut transcender tout ça? Parce que finalement, la collectivité humaine va écrire ce qu'elle veut, hein, elle va décider de l'instance qui va être habilitée à l'écrire ou pas, mais y a-t-il au-dessus du pouvoir suprême anthropomorphique, c'est-à-dire le pouvoir suprême que l'Homo sapiens a décidé d'écrire en dehors des contingences naturelles et de se l'imposer à lui? Bon, est-ce qu'il y a un pouvoir suprême ou pouvoir suprême? Et ce serait le droit naturel. Donc, vaste question. Les lois naturelles s'imposent de façon supérieure, souveraine et non discutable à n'importe quel type de loi que peut écrire le Vulgum Pecus. Alors, quand j'ai dit, moi je dis pas je suis contre le droit naturel, je dis je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, c'est un petit peu comme Dieu. Tu vois, bon, ben, Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Spinoza, dont nous partageons tous les deux, disons, la référence, lui appelle ça une substance. Bon. Alors, moi, j'attends. Dieu donc la nature. Oui, Dieu donc la nature. Oui, mais alors, Dieu donc la nature, mais la nature, donc la substance, parce que c'est la nature avec l'homme. Enfin, on voit Dieu à travers l'homme. Bon, et donc ça devient une substance. Bon, enfin, d'accord. Moi, les lois naturelles, j'attends qu'on me les énonce avant d'en débattre. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Capacité d'influer ou d'influencer, vu comme un pouvoir. Bon, je m'excuse de me mettre à te contredire d'emblée. Je suis désolé. Moi j'appelle ça un pouvoir indirect. Bon, on a dit le pouvoir est partout. Hein, bon, il s'agit de le hiérarchiser, les petits pouvoirs, les pouvoirs moyens. Bon, eh ben alors, il y a petit pouvoir, celui qui a un tout petite parcelle de pouvoir, celui qui a un énorme pouvoir, mais il y a aussi la façon d'exercer de façon directement le pouvoir ou de façon indirecte. Et cette notion d'influence, donc d'influencer par tel et tel moyen pour que les choses se passent différemment ou pour que telle personne ou tel groupe de personnes agissent différemment, moi j'appelle ça un pouvoir indirect. J'ai un pouvoir indirect et en tout état de cause, il ne me semble pas que ce type de pouvoir puisse effectuer ce que tu as indiqué, c'est-à-dire les deux blocs, disons, de pouvoir que sont la contrainte et l'interdiction. L'influence ne me paraît pas être en mesure de contraindre.
l'influence non plus ne me paraît pas être en mesure d'empêcher. Elle va dans le sens d'arriver à cela, mais elle n'a pas le pouvoir direct de le faire. Alors, ensuite, tu as introduit une notion très intéressante qui est celle du pouvoir primaire. Pouvoir primaire. Et le mot primaire, il est, je dirais, utilement polysémique, à savoir que c'est primaire, c'est le premier, first, donc on pourrait penser que c'est le plus fort, plus important. Moi, j'ai cherché à identifier ce que c'était que le pouvoir suprême. Bon, on pourrait dire on peut défendre la thèse que le pouvoir suprême, c'est un pouvoir qui est primaire. Et puis, il est primaire aussi parce qu'il est, c'est un pouvoir qui n'est pas raisonné, qui n'est pas issu de la raison, mais qui est issu de l'émotion. Primitif. Et qui est donc primitif. Donc, il y a l'aspect premier dominant et il y a l'aspect primitif. Voilà. Et on arrive ensuite à ce que tu nommes l'immaturité du pouvoir primaire. Alors, le pouvoir primaire, c'est donc la force physique qui s'exerce. Alors, il me semble que tu n'as considéré que les manifestations de la force physique par précisément le pouvoir politique. Bon, alors, peut-être que j'ai mal compris, mais lorsque tu as parlé du pouvoir primaire à plusieurs reprises, tu parlais du pouvoir que l'État, que les maîtres de pouvoir, que l'État en place, exerçait de façon physique. Et tu n'as pas parlé du pouvoir primaire qui est le pouvoir des masses, d'exercer un pouvoir physique sur. Tu n'as pas parlé des révolutions, des insurrections. Donc, ensuite, le pouvoir, tu as non pas opposé, mais tu as juxtaposé le pouvoir primaire, avec cette déclinaison voilà, qu'on peut imaginer, et puis le pouvoir du nombre, qui semblerait être différent du pouvoir primaire, parce que c'est un pouvoir qui est raisonné. Alors, il peut y avoir le pouvoir primaire du nombre, lorsque le nombre en masse s'exprime par l'insurrection. Bon, là, il me semble qu'on est dans le pouvoir primaire. Le pouvoir du nombre raisonné, c'est le nombre qui s'assemble, qui discute, qui vote, et qui décide quelque chose. Et ça devient coercitif. Et donc, le pouvoir primaire contre le pouvoir politique, alors c'est là où je pense que, pour le coup, c'est pas forcément très clair, c'est que le pouvoir primaire vu comme le pouvoir exercé par les corps d'État sur le peuple, c'est le pouvoir politique qui s'exprime par la voie primaire. Bon, je pense que tu n'as pas développé l'opposition. Quand on met pouvoir primaire versus pouvoir politique, je pense que tu n'as pas développé l'opposition pouvoir primaire du peuple, cette fois non raisonné, le peuple en armes, contre le pouvoir politique qui, lui, est un truc raisonné. Voilà. Bon. Ensuite, très justement, tu as dit que le pouvoir primaire, il était limité par ses propres ressources. Bon, lorsque tu as la marche des femmes sur Versailles avec des fourches en bois, c'est très limité comme force. Il se trouve que ça a un impact parce qu'il y a un environnement politique, pour le coup, autour, un environnement qui force, qui amène. Alors, du coup, on est dans l'influence, là. Moi, il me semble que la marche des femmes sur Versailles, ça a l'air d'être un pouvoir primaire. En fait, c'est un pouvoir d'influence. Parce que manifestement, il suffisait que les gardes de Versailles tirent dans le tas, et puis, mais politiquement, ça ne pouvait pas se faire. Donc, on influençait pour amener le roi à Paris. Donc, oui, le pouvoir primaire, il est limité par ses propres ressources. Une manifestation, s'il n'y a que des gens pacifiques qui ne bougent pas et qui s'arrêtent et qu'on leur dit de cette rue, vous ne pouvez pas passer. Bon, voilà. Alors, tout ça, ça introduit une problématique très intéressante qui est la lutte des pouvoirs. Alors, la lutte des pouvoirs, c'est une boîte de Pandore très large qui s'ouvre parce qu'il y a lutte des pouvoirs entre eux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pouvoir politique, tu as la guerre des chefs, lutte des pouvoirs.
Bon. Et puis, il y a la lutte des pouvoirs, le pouvoir institué, institutionnel, et puis le pouvoir de ceux qui n'ont pas le pouvoir, voilà, qui peut s'exprimer effectivement de différentes façons, et on a vu tout au cours de l'histoire comment ça pouvait fonctionner ou ne pas fonctionner. Alors, tu as introduit ensuite une idée qui me semble très intéressante, c'est une espèce de thermomètre du pouvoir primaire, une échelle de gradient. Le pouvoir primaire, il est d'autant plus intéressant, enfin, il peut être mesuré par son niveau de maturité. C'est-à-dire que le pouvoir primaire inefficace, le pouvoir primaire répréhensible, c'est un pouvoir qui est immature, voilà, et que donc le contraire de l'immaturité, c'est la sagesse. Enfin bon, alors attention, maturité, sagesse, tout ça, c'est pas défini. Hein. Bon, on va prendre un petit peu ces acceptions comme elles viennent. Ce qui voudrait dire que si la force qui a l'intention, qui envisage de s'exercer par le biais du pouvoir primaire, donc par le biais physique, si elle a un niveau de sagesse important, un niveau de maturité important, elle ne va pas s'exprimer de façon physique. Et du coup, c'est la légitimité du pouvoir du nombre qui, lui, va s'assembler paisiblement dans des instances prévues pour ça et qui va exercer la coercition de façon raisonnée et pas de façon émotionnelle. Et du coup, le pouvoir primaire peut délégitimer le pouvoir politique. Alors là, il y a une ambiguïté parce que si on considère le pouvoir primaire ayant atteint ce niveau de maturité ou ce niveau de sagesse, il va le délégitimer, je dirais, naturellement. Alors bon, là, ça rentre en plein dans notre théorie, hein, disons sur les pas de Murray Bookchin, qui dit que les assemblées citoyennes locales, lorsqu'elles se seront disséminées sur l'ensemble du territoire, et qu'elles auront pris des décisions qui, dans un premier temps, n'engagent qu'elles, enfin, qui auront montré leur expertise dans leur façon d'analyser les choses et de suggérer des lois et des mesures, eh bien, justement, par leur nombre, par la cohérence de leurs propositions, elles vont délégitimer le pouvoir politique qui, lui, va paraître d'un coup, de façon éclatante, aux yeux de tous les autres citoyens, comme un pouvoir incompétent, beaucoup moins compétent que le peuple assemblé qui résonne en toute paix, en toute non-violence. Alors, je terminerai en disant un dernier mot sur les violences policières. Bon, c'est un thème qu'on a déjà abordé plusieurs fois. Bon, et moi, je ne suis pas d'accord pour aller vite en besogne. Et en disant, à partir du moment où le pouvoir politique, bon, qu'on conteste tous, hein, en place, va utiliser la violence contre des manifestants, hein, on est forcément en présence d'une violence policière, donc d'un pouvoir primaire qui s'exprime, etc., etc. Non, les violences policières, bon, il faut voir d'une part que si elles s'exercent dans le cadre de la loi, ça ne sont pas des violences policières. C'est l'exercice légal, je n'ai pas dit légitime, hein, c'est l'exercice légal de la force de coercition mise à la disposition, on l'a vu, hein, préconisée par l'article 4 de la DDHC pour maintenir l'ordre. Voilà, bon. Et donc, il n'y a violence policière entre guillemets que si on prouve que, d'une part, les violences ne sont pas exercées pour maintenir l'ordre, mais simplement pour le plaisir de casser du manifestant. Et ça encore, il faut le prouver. Voilà. Soit que la définition de l'ordre public n'est pas assez claire. Mais là, c'est de la faute je dis, c'est la faute de personne. C'est de la faute de ceux qui ne se sont pas levés pour dire, attendez, il y a l'article 4 de la DDHC, c'est pas clair. Bon, l'ordre public, on ne sait pas ce que c'est. Bon, à partir du moment où personne se lève, sauf nous, hein, au sein de l'association Recours Constitution,
Eh bien, voilà. Et si personne ne se lève pour dire, écoutez, votre trouble à l'ordre public, ça n'est pas défini de façon claire nulle part dans le bloc constitutionnel, donc à partir de là, on ne peut pas accuser la police de taper, de tirer dans le tas. Voilà, le problème il est là. Et donc le problème il est bien législatif. Je terminerai là-dessus. Merci Christian. Bon, alors, donc quelques points comme ça. Pour commencer, deux mises au point, enfin deux rectifications. Des choses que je n'ai pas dit et que tu as reprises de façon un petit peu déformée. Ça, je pense que c'est nécessaire que je les remette au point. Dans ma présentation, je n'ai pas dit que le pouvoir politique, c'était le seul pouvoir. Lorsque j'ai présenté le pouvoir, ma présentation du pouvoir, j'ai dit, je vais parler du pouvoir politique. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait d'autres pouvoirs. Voilà, c'est le premier point. Ensuite, pour Luc, je n'ai jamais dit que par l'avancée éventuelle de la démocratie directe, on allait assister à la disparition de la force physique. Voilà. Bon, je n'ai jamais dit, lorsque tu dis que la force physique, force primaire, force brutale, elle est consubstantielle à l'homme, bon, c'est un débat. Bon, en tout cas, je ne m'inscris pas en faux d'emblée sur cette assertion. Par contre, ce que j'ai dit, elles sont extrêmement précises, il ne faut pas l'étendre. J'ai dit que on pouvait envisager de faire transitionner la société du mode oligarchique dans lequel elle est actuellement vers un mode de démocratie directe par la dissémination des assemblées citoyennes locales, sans violence physique. Voilà ce que j'ai dit. Voilà qui était le projet. Voilà. Bon, ensuite, le droit naturel. Bon, évidemment, on a un débat prévu sur le droit naturel. Simplement, les lois supérieures au droit naturel, les lois supérieures du droit naturel, c'est-à-dire celles qui sont encore au-dessus de la Constitution, si on écrit dans le préambule de la Constitution, ou dans la Constitution, au début de la Constitution, ça peut s'appeler préambule ou ça peut s'appeler article 1, article 2, un certain nombre de principes qui correspondent à ce que toi tu appelles le droit naturel, on se trouve bien là dans une prédominance d'un certain nombre de principes qui sont énoncés en début de la Constitution et qui sont difficilement modifiables, mais modifiables. Et la question, bon, je m'arrêterai là, la question du droit naturel, c'est est-ce que ces principes du droit naturel, ils vont être modifiables ou pas? Voilà, bon, c'est la question. Ensuite, alors, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de l'eau qui modèle petit à petit les galets. Alors, c'est l'influence, effectivement, on n'est pas là dans le pouvoir qui s'exerce directement, on est dans l'exercice d'un pouvoir. Alors, c'est ni un pouvoir direct, ni un pouvoir indirect, c'est un pouvoir, je dirais, latent. Hein, bon. Et ce sont des forces invisibles du pouvoir. C'est-à-dire, alors c'est pas le rouleau compresseur de l'histoire dont parle Karl Marx, mais c'est un petit peu ça aussi. C'est une évolution de l'histoire qui va pas être rythmée par des épisodes de crise, des épisodes aigus, mais une évolution, voilà, on va dire en profondeur. Mais donc, c'est l'influence de toutes ces petites, entre guillemets, forces qui vont s'assembler, se coordonner à un certain moment et qui vont faire, qui procèdent aussi de l'évolution. Et la grande question, c'est de savoir si finalement, ces forces-là, au bout du compte, elles ne sont pas plus importantes en termes de résultats. Voilà. Bon. Ensuite, alors... Si tu me permets l'expression, ça serait un proto-pouvoir, moi j'aurais tendance. Voilà. Un proto-pouvoir, voilà. Alors ensuite, la grande question de la violence, de la violence non proportionnée. Bon, moi je veux bien, mais ça n'est écrit nulle part. C'est ça le problème. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on dit c'est pas normal qu'on ait BD, qu'on arrache un œil et tout ça, bon, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas là pour défendre les violences policières. Bon, une fois qu'on a dit ça, voilà, on l'a dit, redit, que tout le monde l'a bien entendu, qu'on ne vienne pas dire, le rue défend. Bon, je dis, tout ce que vous dites,
c'est simplement, c'est des paroles. Hein, voilà, bon, il n'y a rien d'écrit. Attends, il n'y a rien d'écrit nulle part, hein, qui dit il faut proportionner tout ça. Et quand tu dis la justice va se prononcer pour dire, mais la justice, elle se prononce en fonction de quoi? Bon, ou bien, on retombe sur le débat sur la justice, automaticité des peines ou appréciation très large de la justice. Du coup, la justice devient un pouvoir à part entière parce qu'elle va pouvoir décider elle-même, hein, de choses coercitives, c'est-à-dire on condamne un tel, on le met en prison, on le prive de liberté. Bon. Si la justice ne s'appuie pas sur la description claire d'une infraction, bon, ça devient un pouvoir discrétionnaire. Voilà, c'est tout ce que je dis, rien d'autre. Alors ensuite, la finalité est... Bon, je liste. Hein, bon. Ensuite, la finalité éthique du nombre. Bon. Le nombre a la légitimité. Bon. Parce que c'est le nombre. Et parce qu'il est majoritaire et la légitimité. Est-ce que c'est éthique? Il décide. Bon. Tu dis, si le nombre, la majorité du nombre décide rétablissement de la peine de mort, ce ne sera pas éthique. Ah, alors, j'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'il y a un droit naturel? Est-ce qu'on a écrit des principes? Si on écrit des principes dans la Constitution, en haut, en préambule, ce qui a été évoqué, ce que tu as évoqué, c'est pas simplement la peine de mort, c'est la condamnation de toute violence. C'est pas rien, un principe. Principe numéro 1, condamnation, enfin, interdiction de toute violence. Ah, c'est un principe. Alors, on peut légiférer derrière. Alors, ensuite, enfin, dernier point, distinction entre pouvoir politique et État. Alors, dans un premier temps, je ne comprenais pas ce que tu voulais dire. Ensuite, tu as parlé d'anarchie. Alors là, il faudrait qu'on parle de l'anarchie. Qu'est-ce que c'est qu'un système, comment ça marche, un système anarchie? Alors, je connais un petit peu le problème. Je disais, j'ai pas mal ferraillé avec les libertariens. Bon, et donc, anarchie, pas anarchie. Voilà. Dans l'anarchie, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien. Tu dis Murray Rothbard, hein, bon, ben, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'État. Donc, là, on ne peut pas distinguer, on ne peut pas dire qu'il y a un État sans pouvoir ou du pouvoir sans État. Non, dans un système sans État, un système d'anarchie pure, il n'y a pas d'État et pas de pouvoir. Mais il y a quand même le pouvoir politique au sens d'organisation de la société. Bah non. Non. C'est auto-organisé, hein? Non, non. Mais oui, mais justement, auto-organisé. Alors, c'est un débat sur l'anarchie. Alors, bon, c'est un débat sur l'anarchie. C'est très intéressant. Ça aussi, peut-être, faudrait le programmer. On ne peut pas le faire là, il nous reste 2-3 minutes. Bon, moi, je dis, dans un système anarchie, il n'y a pas de pouvoir et il n'y a pas d'État. Bon, alors d'abord, il faut expliquer qu'est-ce qu'on entend. Et chacun, bon, toi, tu as une vision de l'anarchie dans ta tête. Moi, j'ai une vision de l'anarchie. Bon, il y a des penseurs qui ont écrit sur l'anarchie. Il y a des mini-expériences de société qui fonctionnent en anarchie. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai une vision anarchique de l'anarchie. Oui, qui est la bonne vision, d'ailleurs. Parce que si tu veux organiser l'anarchie, tu vas te faire jeter des cercles anarchistes. Hein. Et Luc, après moi. Merci Bruno pour avoir précisé des choses que tu nous avais déjà envoyées de façon plus succincte et plus lapidaire par mail. Tu as commencé à faire un mise au point liminaire concernant la signification du mot débat. Alors, oui, tout à fait, je pense que c'est nécessaire de le faire et ça a été également pertinent parce que ça correspond, je pense, à l'idée que nous faisons du débat ici au CRC. Le but du débat, bien sûr, ça n'est pas... Alors, toujours pareil, hein, il s'agit de savoir quelle est la signification, quelle est la définition du mot qu'on emploie. Le débat, pour nous, et c'est le cas aujourd'hui dans cet échange, l'objectif n'est pas de se mettre d'accord. Le débat n'est pas, je dirais, un outil pour arriver à un consensus. Le débat, c'est bien l'exposer de la façon la plus précise possible et dans le calme, si possible, des opinions de celui qui s'exprime sur les thèmes qui sont choisis. Il s'agit bien
d'écouter les arguments que l'autre expose et ensuite de controverser ou d'approuver. Voilà. Et ensuite, c'est le spectateur qui, lui, pourra être convaincu ou pas par les uns et les autres. Mais je crois que d'aucune manière, nous n'avons jamais cherché entre nous à essayer de nous convaincre à partir d'une assertion que nous affirmerions, nous l'affirmons avec véhémence. Ensuite, tu as posé la question, qu'est-ce que la politique? Oui, alors la politique, et là tu as parlé des 3 pouvoirs qui sont généralement nommés le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, auquel tu en ajoutes 2, le pouvoir financier et le pouvoir médiatique. Et on voit que dans ton exposé, tu appuies surtout sur le pouvoir médiatique. Alors, là aussi, quelle est la définition de la politique? Tu as dit que c'était mensonger de parler que des 3 pouvoirs, parce qu'en fait, il y en a 5. Alors, moi, je vais revenir sur mon dada concernant le pouvoir en politique. Pour moi, il n'y en a qu'un, c'est le pouvoir législatif. Je ne veux pas refaire mon exposé sur le pouvoir législatif, mais lorsque tu ajoutes le pouvoir médiatique et le pouvoir financier, je dirai tout de suite après, dans quelques minutes, que moi, ce ne sont pas des pouvoirs, hein, mais voilà, eh bien, ils sont sous la coupe et sous la domination du pouvoir législatif. Tu as parlé ensuite du pouvoir de l'argent. Alors, évidemment, ça, c'est la version pouvoir financier, l'argent qui aime croître, et ce pouvoir financier, que tu appelles pouvoir financier, cette force financière qui irradie la société actuelle, est là pour objectif, ou en tout cas pour externalité négative la plus visible, de casser le gratuit. Oui, alors effectivement, la lutte entre le pouvoir financier et la notion de gratuit, qui en fait était la vraie notion de service public et la vraie notion de la vocation en fait de la politique. Je dirais que la vocation de la politique, c'est d'offrir des services gratuits aux populations. Elle est effectivement, elle a un ennemi mortel, c'est ce que tu appelles le pouvoir financier. Alors, le pouvoir des médias, avant de dire que ce n'est pas un pouvoir, je ferai une illustration. Hein. Le pouvoir des médias n'existe que si on regarde les médias. Bon, si on ne regarde pas les médias pris au sens large, hein, mass média, on va dire. Mass média, c'est les médias mainstream, médias de masse. Si on ne traite pas, si on ne consomme pas du mass média, on n'est pas impacté par le pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir des médias. Et contrairement aux lois. Les lois, tu peux les ignorer et tu es soumis aux lois coercitives qui s'imposent à toi, quoi que tu fasses. Donc déjà, on voit la différence qu'il y a entre le pouvoir tel que je définis et le pouvoir tel que tu le définis. Alors, tu as une définition qui est extrêmement intéressante. Tu dis, le pouvoir, c'est tout ce qui va avoir de l'impact visible sur tout ce qui va avoir de l'impact sur des comportements observables. Alors, cette définition est très intéressante. Pour moi, ce n'est pas la définition du pouvoir, c'est la définition de l'influence. Et je pense que dans tous nos débats sur le pouvoir, on a sans arrêt louvoyé, navigué entre le pouvoir conçu comme quelque chose de coercitif qui s'impose à toi, quoi que tu fasses, et tous les éléments qui sont susceptibles d'influencer ton comportement, mais qui sont, je dirais, contingents. Contingents, c'est-à-dire que tu n'es soumis à cette influence, à ce que tu appelles le pouvoir, que si tu t'exposes à l'être. Contrairement au pouvoir législatif, où tu es soumis même si tu ne t'y exposes pas. Et c'est pour ça que je dis que le pouvoir législatif est au-dessus de tous les autres et que même c'est le seul qui mérite le nom de pouvoir, les autres n'étant que des fonctions, des rôles ou des zones d'influence. Alors ensuite, tu as parlé de la Constitution et tu t'interroges sur le mot Constitution, qu'est-ce que c'est qu'une Constitution, et je dirais dans la foulée, tu t'interroges sur
le sens des travaux du, c'est pas péjoratif, hein, le sens des travaux du CRC. Voilà. Alors disons, tu évoques une théorie un petit peu bon, surprenante, mais intéressante, dire que si j'ai bien compris, hein, si j'ai bien compris ce que tu as dit, que c'était pas la peine de penser à changer la Constitution. D'ailleurs, au niveau du CRC, notre objectif, c'est pas de changer la Constitution. Hein. C'est comme pour le débat, on décrypte, hein, on analyse, on ergote, on décortique, et après, les gens qui nous regardent en font ce qu'ils voudront. Donc, on ne cherche pas à changer la Constitution. Mais tu nous dis, finalement, faut-il, tu t'interroges, faut-il envisager de changer la Constitution avant de changer les gens? Bon, c'est un peu ce que j'ai compris. Hein. Bon, mais je parle sous ton contrôle et tu rectifieras si j'ai mal compris. Et que finalement, l'action politique, elle serait, d'après toi, plus efficace, plus efficiente si elle visait à changer les gens, cette espèce d'action culturelle, cette espèce de révolution culturelle, et après, on pourrait changer les lois. Alors, bon, c'est tout le débat hein, entre, disons, les réformes culturelles ou les réformes juridiques. Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent le contraire, c'est-à-dire que on va changer le comportement des gens en changeant les lois. Alors, par contre, là, on va sans doute se retrouver, c'est qu'on ne va pouvoir changer les lois autrement que par une révolution violente, que, effectivement, si les gens sont prêts dans leur tête à changer les lois. Bon, alors, problème vaste embrouillamini, qui fait l'objet d'ailleurs, qui réjouit tous nos débats. Voilà, alors je pense que c'est à peu près tout. Tu as terminé en disant qu'il fallait changer les médias. Alors, bon, vaste question aussi. Je rebondirai sur ce que j'ai dit en début, c'est-à-dire que si on vit hors médias, ils peuvent bien changer les médias, on peut faire soi-même son média et constituer, enfin soi-même, je veux dire, avec le groupe auquel on appartient, et constituer autour alors Ekina est bien placé pour le savoir. Alors, le travail qu'il a fait est remarquable. Je dirais qu'aujourd'hui le front médiatique, c'est ce qu'il y a, c'est le seul média d'information regardable. Voilà. Bon, voilà. De ceci dit en passant, salut Renaud. Voilà. Bon. Et bon, mais alors, je sais pas. Et je me pose la question de savoir si c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. Hein, de se décarcasser et de se mobiliser pour changer les médias mainstream. Il me semble que on entre dans une opération d'objectif irréalisable, c'est-à-dire qu'on va vouloir réformer quelque chose qui, non pas est un réformable, mais qui récupère avant même que tu aies commencé à réformer. Bon, c'est tout le problème de la réforme. La réforme, à mon sens, n'aboutit que sur un renforcement de ce que tu veux réformer. Parce que le pouvoir, alors, en place, enfin, la domination est telle qu'elle a ce pouvoir de récupération qui permet de retourner immédiatement à son profit tous les efforts de réforme qu'on veut faire. Donc, toutes les idées de réguler les médias me paraissent des idées vouées à l'échec avant même qu'elles aient été formulées, et que la piste qu'on doit suivre de mon point de vue, c'est d'une part des intérêts. Alors, je pense à cette remarquable association qui s'appelle Éteignez la télé. Hein, je pense qu'ils ont toujours une page sur Facebook. Voilà, c'est la première consigne. Ne regardez plus. Alors, commencez la télé, parce que quand on parle des médias, il faut savoir que c'est 80% la télé et 20% tous les autres. Hein. Bon, commencez déjà par ne plus regarder la télé. Lanceur d'alerte. Avant même de chercher à convaincre quelque chose, on lance une alerte, ne regardez plus la télé. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la constitution de médias libres, qui ont vocation à prendre la place dans le cœur, dans l'esprit des gens ordinaires, des médias. Mais, voilà, voilà, semble-t-il, le chantier vertueux qui s'ouvre à nous. Alors, Luc, tu nous as dit des choses intéressantes, hein, comme d'habitude.
Oui, tu as semblé abonder dans mon sens à propos du législatif. Je dirais simplement une chose qui distingue le législatif de tous les autres pouvoirs, c'est que le législatif, il écrit les règles des autres pouvoirs, vous appelez. Voilà. Alors, j'ai bien aimé ensuite ton assimilation, ta comparaison entre les médias, alors les masses médias, hein, Bruno, et puis les rôles des masses médias, le rôle de la religion. Et le JT en tant que messe quotidienne, oui, c'est tout à fait ça. Hein, c'était ça. Bon, Illich a dit les scientifiques ont remplacé les prêtres, mais les masses médias aussi ont remplacé les prêtres au niveau du sacerdoce. Voilà. Bon. Tu poses ensuite une question très intéressante. Qu'est-ce que l'éducation populaire? Bon, qui peut s'arroger le droit de dire je suis éducateur populaire, comme on est éducateur spécialisé, par exemple, avec des gens en difficulté, des populations en difficulté? Ça, c'est une question extrêmement intéressante. Lorsqu'on se donne pour mission de faire de l'éducation populaire, qu'on écrit ça un peu dans nos objets sociaux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, je me souviens de ce qu'a dit mon ami très cher Emmanuel Joseph Sieyès, hein, le 9 septembre 1789 dans l'Assemblée constituante. Mes chers amis, nous avons fait la révolution pour que ce soit le peuple qui fasse les lois, mais tout d'un coup, on vient se rendre compte, on avait oublié de se rendre compte de quelque chose, c'est que le peuple n'a pas assez de temps libre, et surtout, il n'a pas assez d'instruction. Donc, nous allons faire la démocratie représentative. Et alors, on voit tout de suite ce que c'est que l'éducation, ce que pourrait être l'éducation populaire. Ben, c'est donner, lorsque, comme tu disais Bruno, quelqu'un nous dit oui, mais moi, je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai pas. Et lorsqu'on fait des réunions citoyennes, des gens qui nous disent oui, tout ça c'est très intéressant, mais bon, j'ai pas les connaissances. Alors, ben, l'éducation populaire, c'est essayer de donner les connaissances. Et nous, on commence déjà par les lois, la Constitution. Parce que l'une des grandes lacunes dans la compréhension du citoyen ordinaire de ce qui se passe autour de lui, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que la Constitution, il ne sait pas ce que c'est que les lois. Pour lui, c'est un maquis ou même quelque chose qui n'a aucune forme. Et donc, notre petite pierre, déjà, on la porte dans le cadre de l'éducation populaire en expliquant la Constitution qui, en fait, contrairement, et on se rend compte qu'en faisant ce décortiquage de la Constitution, ce n'est pas un truc abscon, qui est très loin des réalités. Bien au contraire, on s'aperçoit qu'en lisant la Constitution et les éléments du bloc constitutionnel, on parle de choses de tous les jours, de la vie de tous les jours. Et là, on fait de l'éducation populaire. Guillaume, bon, alors tu es revenu sur le pouvoir, l'influence, et bon. Alors, lorsque tu dis, et d'ailleurs Bruno dit la même chose, mais finalement, le pouvoir législatif, c'est pas si tant un pouvoir que ça, parce qu'il suffit de soudoyer les députés pour faire des lois. Oui, mais attendez, vous placez, en fait, sans peut-être vous en rendre compte, mais vous vous placez dans le cadre où vous entérinez le système représentatif comme étant celui qui doit fabriquer la loi. Moi, lorsque je parle du système législatif, je parle d'une entité qui fabrique la loi. Je n'ai pas encore dit quel type d'entité il faudrait que ce soit. C'est de toute façon certainement pas le système représentatif aujourd'hui où c'est 577 individus physiques qui font la loi, plus une dizaine d'individus physiques dans l'exécutif, disons le domaine réglementaire. Bref. Donc, lorsque on dit le système législatif, c'est pas le premier pouvoir parce qu'en fait il est influencé par les autres pouvoirs, oui, dans le système représentatif, pas dans le système de démocratie directe. Alors, bon, je ne vais pas faire une conférence sur la démocratie directe, mais où pour nous, le système de démocratie directe avec les lois qui se fabriquent dans les 14 000 assemblées citoyennes locales, c'est un système qui élimine les lobbies. Voilà. Bon. Alors ensuite, le pouvoir du libre arbitre. Oui, le pouvoir du libre arbitre, ça c'est formidable. On a son libre arbitre quand on ne regarde pas les médias de masse. Donc, on en revient toujours à ça. Et alors, là aussi, il y a la contre-argumentation qui arrive d'ailleurs aussi bien du côté de Guillaume que du côté de Bruno, c'est que même si soi-même, Bruno ou Guillaume ou
ou Luc ou moi, je ne regarde pas la télé, je suis quand même impacté par le fait que mon entourage regarde la télé. Alors je vous rassure, mon entourage regarde la télé. D'ailleurs, j'aime bien m'immerger dans des gens, entourage de gens qui regardent la télé. Bon, ça me remet un peu les pieds sur terre. Bon, et puis, ça me permet d'ailleurs de savoir ce qui se dit à la télé, du coup. Voilà. Et, mais ça ne change pas les données du problème. Bon, le fait qu'il y ait des gens qui pensent différemment de nous, on le sait. On est là justement pour faire cette éducation et faire progresser des convictions différentes. Donc, moi, c'est un argument, pour moi, c'est un argument qui est spécieux de dire le pouvoir des médias, il existe sur moi, même si moi, je ne regarde pas les médias. Bon, ben, en tout cas, moi, c'est pas... je ne suis pas impacté, je suis informé. Je suis informé du fait que telle personne que je connais a regardé le JT où on lui a dit ça. Bon, je suis informé, je ne suis pas impacté. Ah, la différence. Alors, on tourne toujours autour de ces notions. Le pouvoir, c'est un impact. À partir du moment où il y a un impact, c'est un pouvoir. L'influence, c'est un impact. Donc, vous voyez, tu vois bien, c'est de l'influence, donc c'est un impact. Sinon, moi, la frontière, elle est claire. Il y a pouvoir s'il y a coercition. Voilà. Alors, on admet ou on n'admet pas cette définition, mais elle est claire. J'appelle pouvoir ce qui est coercitif. Tout ce qui est influence, ce n'est pas coercitif. Voilà. Bon, disons, définition claire, qu'on admet ou qu'on n'admet pas, mais en tout cas qui est claire, qui ne ménage pas de zone d'incertitude. Alors, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est quand Guillaume réagit à ce que j'ai dit à propos de changer les médias en disant que, élargissant la problématique du réformisme, le réformisme ne fait que renforcer donc le système en place. Bruno nous dit dire qu'il est impossible de changer les médias, c'est reconnaître la fatalité, c'est une fatalité, et moi j'aime pas la fatalité. Mais Guillaume, c'est pas une question de fatalité. La loi de la gravitation de Newton, c'est pas une fatalité. Ou alors il faut que tu dises que les lois physiques, c'est de la fatalité. Il faut distinguer. La fatalité, il y a une notion extra-objective. Il y a une notion extra-loi physique. Fatalité, ça vient un petit peu du ciel, ça tombe. Ce dont on parle, moi, je te parle d'équations mathématiques. Hein, c'est-à-dire que la pointe qui tombe, la gravitation de Newton, c'est mathématique. L'entropie de Georges Rogan, c'est mathématique. Eh bien, ma loi, celle que j'énonce, qui dit que toute action de réforme renforce le système en place. Bon, c'est une loi que je n'ai pas le temps ici de développer, d'argumenter comme un prof de maths, ferait la preuve d'un théorème, mais je la conçois en tout cas comme une loi. Voilà. Ensuite, et puis dernier point, je m'arrêterai là-dessus, Bruno dit que j'adore le pouvoir législatif. Et puis il dit, oui, il adore le pouvoir législatif, mais le pouvoir législatif, on le manipule comme on veut, on achète des députés. Mais j'adore le pouvoir législatif dans le cadre de la démocratie directe où le pouvoir législatif ne peut pas être corrompu par les pouvoirs médiatiques ou par le pouvoir de l'argent. Donc, effectivement, il faut savoir de quoi on parle de façon très exacte pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les échanges.